Merci Alix, Marie-Alix, pardon. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous recevoir et puis de recevoir Laurent Grillet-Aubert, qui est économiste senior à l'AMF. Laurent a une carrière riche. Il a commencé chez Goldman Sachs. Il a ensuite été consultant chez IEM Finance. Et donc, il est à l'AMF depuis 2004. Il a été détaché à l'ESRB, European Systematic Risk Board, de 2013 à 2016. Il travaille sur des sujets divers de market structure, de stabilité financière, et il participe à des groupes de travail d'organisations internationales comme l'ESMA, l'OICV, IOSCO, le SRB et le FSB. On a invité Laurent parce qu'on voulait partager avec vous ses travaux, ou plutôt son travail sur les indices. Laurent a publié un papier l'année dernière qui est vraiment remarquable et qui a été d'ailleurs remarqué pour sa qualité. Et on pense que le sujet des indices est un sujet d'intérêt pour nous à plusieurs titres. Évidemment, dans une optique vraiment de gestion, l'indice, c'est vraiment pour la gestion active le benchmark à battre. Pour la gestion passive, c'est le benchmark à répliquer au plus proche. On a vu les produits indiciels qui ont fleuri. Il y a aussi derrière toute une industrie avec des acteurs qui sont aujourd'hui extrêmement puissants comme S&P, FTSE, MSCI et d'autres. Et d'un point de vue aussi advocacy, c'est vrai que c'est un intérêt particulier ces dernières années avec des évolutions réglementaires, donc la réglementation BMR, et puis des problématiques et des questions sur la protection des investisseurs, la transparence, des questions de structure de marché, comme ça a été encore le cas l'année dernière, au moment du petit crash qu'on a connu sur les marchés. Il y a eu des choses intéressantes qui sont produites avec des produits indiciels. Donc c'est toute une série de questions qui nous intéressent. Et en fait, l'intérêt du papier de Laurent, c'est d'être très très large, de ne pas se limiter à un seul angle, mais d'essayer vraiment d'embrasser cette problématique de la manière la plus large, la plus exhaustive possible. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait partager avec vous son papier, ses conclusions. Donc ce qu'on vous propose de faire ce soir, c'est laisser du temps à Laurent pour qu'il puisse avoir suffisamment de temps pour présenter son papier qui est très dense, avec beaucoup de sujets, comme je le mentionnais. Donc on va laisser une quarantaine de minutes à Laurent pour qu'il puisse nous présenter une partie des conclusions de son papier. Et puis on aura ensuite un petit quart d'heure de questions-réponses avec vous. Voilà. Laurent, à toi de jouer, à toi la parole. Merci. Bonjour, merci pour cette invitation d'intervenir. Peut-être en préambule, deux remarques, l'une sur les sources. Donc, effectivement, c'est une présentation essentiellement d'une étude qui a été publiée en juin dernier, mais en fait, un certain nombre de sources multiples et variées, la cartographie des risques de l'AMF à laquelle je contribue également, et des travaux peut-être plus récents sur ce sujet. L'autre point que je voulais en préambule faire, c'est sur le fait que, évidemment, compte tenu de l'ampleur du champ couvert, et je voyais précisément l'intérêt de ce sujet dans la mise sur le même plan des différents sujets traités. Évidemment, tout n'a pas pu être exploré, aussi parfois et souvent, faute d'informations avec la profondeur que j'aurais pu souhaiter. Donc, je vois plutôt ce papier comme un discussion paper et les recommandations qui sont faites comme une base de discussion et d'échange. Donc, c'est dans cet esprit que je voudrais intervenir. Donc, je vais commencer directement sur
sur un peu les concepts. Alors, si on remonte à 1884, le premier indice créé par Charles Dow, eh ben, en fait, c'est spectaculaire parce que le concept est devenu étonnamment familier. On a tous des références aux indices. Et je dirais que les indices boursiers sont devenus une mesure de la performance économique d'un pays, une espèce d'indicateur macroéconomique commun, mais qui cache quand même, alors d'abord une définition au départ assez vague du concept. Si on prend le petit Robert, c'est une grandeur sans mesure, un ratio. Donc, on a les indices de concentration en chimie ou en économie avec Gini, les coefficients de Gini, les indices de Gini. Puis bon, une spécification par l'indice des prix. Là, on se rapproche quand même de la notion d'indice financier, avec les fameux indices de l'Asper qui sont donc rebasés à des périodes de façon périodique, toutes les quelques années, donc dont les poids sont fixés en fait. Donc ça, c'est une évolution vers l'indice financier. En fait, l'indice financier se rapprocherait plus de ce point de vue-là des indices de Pache, donc dont les pondérations évoluent. En fait, il faudrait encore rajouter dans la formule que l'on voit à l'écran à droite des indices de Pache un coefficient d'ajustement, parce qu'en fait, pour assurer la continuité de l'indice, les indices boursiers souvent ajustent donc les effets des opérations sur titre typiquement. Voilà. Donc un concept familier, mais qui s'est spécifié par des formules, mais qui ne sont pas très souvent présentées en tant que telles. Voilà, donc jusqu'à récemment, donc, il n'y avait pas de définition juridique positive du concept. C'était surtout un concept pour les producteurs d'indices, en fait un concept marketing. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisation des indices était essentiellement régie par le droit des marques. Et puis est venue en 2013 suite au scandale des IBORs, donc des taux de référence interbancaire, une volonté de réguler donc, conjointement les taux de référence et les indices boursiers. Donc, ce qui explique, donc, tout cela suite aux manipulations du LIBOR en 2011-2012, et ce qui explique un prisme un peu particulier de la réglementation qui a été adoptée et surtout une définition réglementaire très générale des indices que vous voyez à l'écran. Donc, dans ce cadre, malgré cette définition assez large, je précise quand même que la benchmark regulation ne couvre pas tous les indices. Certains se situent hors du champ typiquement s'ils servent à des produits qui ne sont pas supervisés ou à des produits commercialisés en dehors de la zone. Et de fait, parmi les entités supervisées qui sont administrateurs d'indices, souvent elles en ont un certain nombre qui ne relèvent pas du champ de BMR. Voilà, donc d'autre part, comme je le disais, comme la cible principale en fait était au départ les taux de référence interbancaires, les dispositions de la benchmark regulation, donc adoptée en 2016 et mise en œuvre en 2018, cible avant tout des indices critiques. Donc, typiquement ces IBORs, et en second lieu des indices significatifs,
une troisième catégorie d'indices, les indices non significatifs, étant soumis également à des exigences réglementaires, mais moins prégnantes. Alors, donc, ce qui est très important, enfin, c'est avant tout que les principes d'IOSCO, comme ceux de la Benchmark Regulation, précisent le statut des acteurs et les exigences qui leur sont applicables. Et en fait, je dirais le cœur de la réglementation se focalise précisément sur des exigences applicables, des exigences d'organisation et de gouvernance applicables aux acteurs, donc d'abord aux administrateurs d'indices, dont le statut est défini et qui doivent solliciter des autorisations ou s'enregistrer. Vous voyez ici sur la droite les règles. Et en fait, les utilisateurs d'indices sont également définis et il leur revient, typiquement lorsqu'ils émettent des produits financiers, de vérifier la compliance à la benchmark regulation, ce qui permet quelque part d'avoir un backstop. Donc les exigences en tant que telles en matière de gouvernance, elles visent à identifier d'abord les responsabilités, donc la création d'un comité de supervision des indices, enfin, l'existence et le fonctionnement, donc contrôler le recours à l'externalisation, une bonne gestion des conflits d'intérêts, donc les règles d'organisation, des procédures de contrôle interne, des audits internes avec des procédures et une traçabilité, un record keeping, des plans de continuité, des mécanismes de gestion des plaintes. Voilà, donc, tout cela fait partie du principal focus en fait, de la supervision des administrateurs d'indices. Ensuite, il y a évidemment des exigences de publication d'informations, donc les fameux benchmark statements. Ça comprend également, évidemment, par ailleurs, les méthodologies qui sont des documents distincts. Alors, les benchmark statements sont souvent, par commodité, publiés par famille d'indices. Donc, il donne toute une série d'informations, les caractéristiques de l'indice, la nature des données utilisées, selon qu'elles sont régulées ou pas, l'univers de l'indice, le type d'indice, selon qu'il est significatif, critique ou ni l'un ni l'autre. Des exigences ont été nouvellement intégrées également sur les facteurs ESG, donc c'est des règlements délégués adoptés en 2020 qui ont exigé une prise en compte à la fois dans les benchmark statements et dans la méthodologie des critères ESG, une transparence sur le recours à l'expert judgment, donc le facteur discrétionnaire, une transparence sur une communication sur le traitement des indices dans les conditions de marché exceptionnelles et les procédures en cas de cessation ou de changement d'indice. Donc tout ça, c'est en général couvert par les benchmark statements. Bon, voilà, ça c'était un peu le cadre. Je voudrais surtout insister sur un point, c'est le fait que cette réglementation d'abord n'est pas encore entièrement en place. C'est-à-dire qu'il y a des mesures encore de transition, en particulier sur les IBORs, qui vont jusqu'à 2023, si je ne me trompe pas, pour les IBORs. Mais donc, et en particulier aussi sur les indices de pays tiers. C'est-à-dire que donc il y a des délais qui ont été donnés, donc typiquement aux plus gros producteurs d'indices, un MSCI ou un FTSE, qui
qui donc, en tant que tels, se verront soit devront se soumettre à soit à une procédure d'agrément des indices, soit créer des entités. MSCI en a créé une en Hollande pour d'administration d'indices. Donc, tout cela est en cours d'évolution et il y a également en parallèle une revue de BMR qui est en cours, qui était inscrite dans le texte initial, qui pourrait, il a été question, en tout cas dans ce contexte, d'exclure les indices non significatifs du périmètre. Donc, ça me paraît personnellement peu probable, mais voilà, c'est pas impossible. D'autre part, un débat sur, et c'est surtout le point que je voulais faire, c'est sur la réglementation des indices aux US, aux États-Unis, qui est un débat qui reste ouvert. Il y avait un speech du commissaire de la SEC, Robert Jackson, en 2019, avait appelé à une réglementation de ce type. Mais il est resté à ce jour lettre morte. Là, j'ai vu il y a quelques jours que des chercheurs académiques étaient repris dans la presse, dans le Financial Times, Robertson et Mahoney, appelaient à une réglementation des indices comme sous le régime de la gestion d'actifs. Le titre de leur papier, c'est Advisors by Another Name, avec un point d'interrogation. Voilà, donc ça c'était pour poser la présentation. Ensuite, dans ce contexte, on constate une demande extrêmement forte pour les indices, donc une demande qui est caractérisée par plusieurs types d'utilisation. Je distinguerai essentiellement une utilisation comme performance benchmarks, comme benchmark de performance, c'est-à-dire une utilisation extrinsèque au produit. Le benchmark reste extérieur au produit, donc il sert soit à l'évaluation de la performance, soit au calcul des frais de surperformance. Donc là, en l'occurrence, il y a une doctrine de l'AMF qui considère comme une bonne pratique d'utiliser un indice comme référence de performance dans les fonds de gestion collective, ce qui explique qu'en France, on a un recours assez systématique au benchmarking. Le deuxième type d'utilisation, c'est pour déterminer la performance d'un produit financier. Donc, je distingue essentiellement trois types. Donc des fonds indiciels, et, notamment cotés. Il y a d'autres produits, on pense aux produits structurés, par exemple. Des dérivés, donc qui utilisent des indices comme sous-jacents, donc des contrats à terme, des futurs, des options. Et des contrats de prêt, comme on l'a dit. Bon, ce n'était pas le focus premier de ce donc, un très fort soutien académique a été donné au développement du marché. Ça prend probablement peu de choses, mais je pense qu'il est nécessaire de rappeler quand même que finalement, le cadre académique posé par la Modern Portfolio Theory et le CAPM a été à l'origine d'un essor considérable de la gestion indicielle. Ceci dit, en fait, la recherche précède de longtemps l'émergence des fonds indiciels. Le premier fonds indiciel a été introduit, autorisé en 1972. Et donc, il souligne avant tout
le bénéfice de la diversification. Donc, le portefeuille optimal, c'est celui de marché. Donc, en fait, cette recommandation, elle est quand même assez limitée puisqu'elle se concentre essentiellement sur l'indice de marché CAPI pondéré. Certes, ces indices sont prospérés, mais il y a, enfin, la critique du CAPM, en particulier du biais de la CAPI pondération des indices, invité à la recherche de facteurs de surperformance du marché et des indices smart beta. Donc en fait, ça a donné lieu à une explosion assez tôt dès la fin des années 90 de l'innovation en matière indicielle. Donc les indices comme support d'investissement en tant que tel, c'est-à-dire au-delà des fonds indiciels dont je viens de parler, introduits aux États-Unis dans les années 70, c'est les ETF, et ça date des années 90, c'est donc encore plus récent. Le SPDR donc a été autorisé aux États-Unis en 93. Voilà, l'essor du marché, donc quand même assez récent. On le voit ici, en 2005, l'encours mondial des Exchange Traded Products, c'était une infime fraction de ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc on a constaté, on constate en ce moment une collecte, une croissance assez spectaculaire du marché. Donc évidemment, il y a des effets de valorisation, mais les collectes sont très fortes. Dernièrement, je voyais là, que les collectes mensuelles aux États-Unis excédaient 90 milliards par mois, y compris au mois de... Enfin, on était presque à 90 milliards en février, alors que c'était un mois assez court. Voilà, donc avec une orientation de cette collecte un peu bipolaire, d'une part sur les indices actions et obligataires traditionnels, et d'autre part sur des indices innovants, les indices ARC par exemple, qui collectent beaucoup. J'ai remarqué aussi qu'il y a un indice Bitcoin qui a été lancé au Canada, qui a collecté 500 millions dans 3 ou 4 jours. Voilà, donc c'est un peu la polarisation. Voilà. Donc on a plus de 8 trillions de dollars aujourd'hui d'encours de TP dans le monde. Donc ça commence à refléter une force de financement significative. Donc évidemment, à côté de ça, et ce n'est pas du tout neutre pour l'industrie, enfin, une forte croissance également du recours aux dérivés et donc des développement des futurs. Alors là, on peut pas si je puis dire, cumuler les mesures, parce que pour les dérivés, évidemment, il faut regarder des open interest, des indicateurs qui ne sont pas nécessairement comparables à ceux sur les fonds. Mais on constate là aussi plus 50% en 4 ans sur les positions ouvertes sur les futurs d'indices actions dans le monde. Voilà, donc dans tout ça, il est malheureusement assez difficile d'identifier les investisseurs finaux, même souvent pour les gestionnaires eux-mêmes, les gens actifs. Donc difficile d'évaluer la retailization. Celle-ci est clairement plus développée aux États-Unis. En Europe, il est reconnu que l'usage des ETF est essentiellement et très largement le fait d'institutionnels, et que leurs usages évoluent. Donc, traditionnellement, c'était plutôt des usages stratégiques de buy and hold, de hedging.
Et de plus en plus, on constate des utilisations tactiques pour des motifs de trading, de liquidité. Donc, on peut se poser des questions sur la dynamique de la demande. Voilà, donc sur l'offre face à cette demande, l'offre évolue de façon tout aussi en miroir, hein, donc de façon un peu bipolaire. C'est-à-dire d'un côté, une croissance organique des indices traditionnels, les blue chips capipondérés, et une démultiplication des indices sous l'effet de l'innovation. Alors, initialement, il y avait une espèce de déclinaison naturelle, si on veut dire, les indices box style, comme on disait, c'est un croisement des critères des indices actions, secteur, pays, taille, style, voilà, donc qui naturellement conduit à une multiplication un peu abstraite, donc elle n'est pas déclinée en termes d'investissement. Et puis, depuis, en fait, on a géré une deuxième génération d'innovation selon trois principaux axes. L'extension du développement d'indices à des actifs liquides, donc FICC, c'est-à-dire Fixed Income Commodity Currencies, des indices de private equity, des indices immobiliers, de crypto actifs, comme je viens de le dire. Un deuxième axe, c'est l'ESG, donc la prise en compte des critères extra-financiers. Et un troisième, c'est celui des stratégies. On a vu se développer des indices leveragés, des indices smart beta, minimum variance, des indices 130-30. Voilà. Donc, des différentes stratégies. Donc, et rien n'exclut évidemment un croisement de toutes ces stratégies, de faire un smart beta obligataire respectant des critères ESG. Voilà. Donc, tout cela multiplie donc démultiplie l'offre. Donc le rôle des indices dans la complexité, enfin, dans ce contexte, il contribue à la complexification des produits financiers. Alors, je vais faire un petit encart sur la notion de produits complexes sur laquelle l'AMF a réfléchi un peu. Donc, il y a des références d'une part à la doctrine de la CPR et de l'AMF sur le sujet, et d'autre part à une publication de mes collègues de Martigny et Mosson en 2020, qui essaye de mesurer sur la base des données d'une base de données Retail Structured Products, l'évolution de la complexité des produits offerts. Donc, il se trouve que ces produits structurés sont très largement des autocalls, en fait, c'est-à-dire des produits obligataires hybrides dont la performance est conditionnée à celle d'un indice action, avec plus ou moins de garanties sur le capital. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces produits, donc, qui sont des produits indiciels, en fait, la doctrine qui précisait les critères, visait à préciser les critères d'évaluation de la complexité. Et donc, elle essaye d'identifier un nombre de mécanismes caractérisant cette complexité dans la formule du calcul du rendement global du produit. Et donc, elle fixe un seuil à 3, au-delà de 3 mécanismes. Le produit est jugé complexe et probablement inintelligible pour le grand public. Et donc, la menace de mettre un bandeau sur la documentation commerciale, ce qui en fait est assez dissuasive.
En fait, clairement, il y a très peu de produits qui sont… C'est-à-dire que les produits sont plutôt retirés, ne sont pas émis quand ils sont complexes. Donc on peut se référer à ces travaux pour l'évaluation de la complexité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, dans ce contexte, un report de la complexité sur l'indice. Et donc, il a fallu prendre en considération de façon croissante la nature de l'indice pour des indices sous-jacents pour évaluer la complexité des produits. Donc, tout ça traduit de façon plus générale, et là je sors complètement de cet encart sur les produits structurés, le fait que les indices intègrent de plus en plus de critères de gestion et de marge de discrétion, et donc en fait ils tendent à devenir de plus en plus des produits de gestion et, le cas échéant, de gestion plus active. Évidemment, tout cela accroît aussi les conflits d'intérêts des indices, surtout quand les indices deviennent propriétaires ou customisés. Et de fait, beaucoup d'intermédiaires financiers sont à l'origine de la construction de tels indices. Ceci dit, j'en déduirais pas pour autant une contestation majeure des acteurs établis, et d'ailleurs souvent les intermédiaires ont recours au service des grands producteurs d'indices et travaillent en marque blanche. Voilà. De fait, ces producteurs d'indices bénéficient de grosses économies d'échelle, donc des avantages de ce point de vue. Dernier point, donc une faible lisibilité de l'offre qui évidemment résulte de cette démultiplication des indices, d'autant plus que ceux-ci ne sont pas identifiés par des identifiants spécifiques, ou pas systématiquement en tout cas. Donc, les statistiques que peut offrir, par exemple, l'International Index Association, l'association professionnelle, sont intéressantes sur le nombre d'indices, mais elles ne renseignent pas sur l'utilisation qui en est faite. Et donc, évidemment, ça rend l'intérêt des informations plus relatif. Il n'y a pas non plus d'ailleurs de classification des indices, ce qui est assez regrettable. C'est-à-dire qu'en fait, pour autant que je comprenne, les classifications d'indices, celles qui peuvent être reprises dans le graphique que vous avez sous les yeux, par exemple, sont probablement self-declared. C'est en gros, la classification est probablement celle de l'émetteur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un travail d'harmonisation colossal derrière. Voilà, donc tout ça pour dire que… Donc, Laurent, oui. Il nous reste en fait une dizaine de minutes. Oui. Donc je sais que, comme j'ai déjà tes slides sous les yeux, oui. je sais qu'il te reste un certain nombre. Donc le mieux, ce que je te propose, parce que de toute façon les slides, on va les mettre à disposition des membres de l'association. Ce que je te propose peut-être pour garder un petit peu de temps pour une petite session de questions-réponses, c'est d'en choisir peut-être les deux ou trois qui te semblent le plus pertinents. Je sais que tu avais prévu des focus à la fin, peut-être ceux-ci ou d'autres qui te semblent plus pertinents, mais peut-être d'en choisir un ou deux. Absolument. Absolument. Je pense que les focus, voilà, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Enfin, ce sera volontiers un sujet de discussion après. Je vais me concentrer, je pense, effectivement, surtout sur ce slide 4 et puis, ce point 4 et puis le point 6, je pense, et puis je pense qu'on pourra, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, c'était l'essentiel de ce que je voulais dire, était quand même plutôt concentré au début, c'est-à-dire qu'ensuite, c'est un peu des points qui risquaient d'être un petit peu redondants, enfin, ou d'être plus spécifiques.
Donc l'émergence d'une industrie, donc d'abord c'est une industrie qui se reconnaît comme telle, puisque l'Index Industry Association américaine en fait foi. C'est une industrie très américaine, donc trois principaux acteurs, hein, donc S&P, Dow Jones, MSCI et FTSE Russell. Une industrie très concentrée, puisque à eux trois, ces trois acteurs font pas moins de 75% de part de marché. Et une industrie très profitable. Alors là, je donne deux exemples. D'une part, MSCI fait affiche une marge opérationnelle de plus de 70% entre 2016 et 2018. Je n'ai pas traité de chiffres plus récents, mais Burton Taylor, un consultant du groupe TP ICAP, indique que les revenus mondiaux des principaux administrateurs auraient cru de 18,8% en 2017, de 13,4% en 2018 pour atteindre 3,5 milliards de dollars en 2018. Donc c'est non seulement une démarche de profitabilité assez substantielle, mais en plus en forte croissance. Donc, dans ce contexte, une consolidation accélérée de l'industrie, donc les fusions d'acteurs traditionnels, S&P et Dow Jones, par exemple, ou FTSE et Russell, comme je viens de les nommer, mais aussi en Europe, par le biais de la fusion des bourses pour les indices nationaux, au sein d'Euronext en particulier. Une consolidation aussi par rachat des courtiers qui disposaient historiquement des données de transaction sur les obligations et les commodities. Bloomberg a racheté les indices Barclays, FTSE en 2016, FTSE en 2017 les indices Citi, toujours en 2017 ICE a racheté les indices Bank of America Merrill Lynch. Donc voilà, donc et puis pareillement, les indices de commodities, GSCI, qui était donc Goldman Sachs Commodity Index, qui était évidemment propriété de Goldman Sachs, qui a été racheté par Standard & Poor's en 2007. Voilà, donc tout ça indique, en fait, au fur et à mesure que les marchés deviennent électroniques et que les prix deviennent plus publics, voilà, les producteurs d'indices étendent leur gamme de produits, mais en rachetant les indices. Et puis, MSCI, par exemple, donne aussi une mesure des acquisitions. Ils ont évidemment racheté des services analytiques comme Barra, RiskMetrics et MeasureRisk dans les années entre 2004 et 2010. Mais depuis, ils ont acheté 4 agences de rating, KLD, Innovest, IRRC, JMA Ratings. Ils ont acheté, ils ont développé des accords ils ont acheté des fournisseurs de données sur l'immobilier, Investment Property Data Bank, et puis ils ont développé des accords stratégiques avec des fournisseurs de données sur les données actions non cotées et private equity avec Burgiss l'an dernier. Donc tout ça reflète une évolution des business models et des conditions concurrentielles. Donc la concurrence, je veux dire, enfin, là, j'envisageais de présenter une expérience un peu personnelle, mais enfin, bon, clairement, enfin, pour avoir travaillé pour le compte de Stocks Limited au début des années 2000, à cette époque, la transparence sur les données et sur la méthodologie était totale. Enfin, on pouvait reconstruire son indice à l'écran, y compris dans sa cuisine. Clairement, ça traduisait la volonté des acteurs américains, Dow Jones d'une part, donc, dans le cadre de Stocks, qui était une joint venture avec Dow Jones, mais aussi de Standard & Poor's par ailleurs, de rentrer sur le marché européen. Depuis, les conditions de la
concurrence ont évolué et de fait, toute cette transparence n'est plus de mise. Donc, on s'est aligné plutôt sur le modèle des acteurs traditionnels que cherchaient à contester ces Américains, les FTSE et MSCI. Donc, tout ça se traduit par des tarifications, des structures tarifaires complexes et discriminantes. Donc, je ne rentre pas dans la description des tarifications, mais clairement, la discrimination est évidente d'abord selon les types de produits, enfin, les fonds, les dérivés, les produits structurés, mais même entre un fonds actif, un fonds passif, voilà, les fonds passifs étant plus tarifés. Et puis, donc une customisation accrue de l'offre, un groupement des offres avec l'offre de données, et au total, quand même, relativement de transparence sur les conditions tarifaires. Dans ce cadre, donc, des stratégies concurrentielles sur le cœur de métier, mais limitées par les barrières à l'entrée. Il y a un contre-exemple qui est Solactive, qui est rentré sur le marché en Allemagne, mais qui est quand même un peu un contre-exemple par rapport à la norme. Et de fait, les stratégies visent surtout à différencier les producteurs sur les différents types de marché. C'est une stratégie de différenciation précisément sur les points que j'ai mentionnés tout à l'heure, les indices d'actifs liquides, l'indice ESG, donc avec une recherche de valeur ajoutée sur les données et les services adjacents. Voilà, donc le point sur les technicalities, je pense qu'il est assez clair. Il y a beaucoup de facteurs qui méritent d'être considérés et qui peuvent impacter assez fortement. Mon principal sujet d'interrogation, c'est sur les méthodologies des indices fixed income, leur pondération, qu'est-ce que c'est qu'un smart beta fixed income, voilà, j'ai souvent un peu des interrogations. J'ai l'impression qu'on transpose des méthodologies actions à des indices obligataires. Ensuite, en fait, le point que je ne ferai pas était essentiellement sur les produits. C'est-à-dire que les produits indiciels ont une influence majeure sur la structure des marchés. C'est-à-dire que maintenant, la formation des prix, elle se fait plus sur les actions, elle se fait sur le futur et sur l'ETF. C'est-à-dire que l'innovation des prix se fait sur le futur et l'ETF avant de se faire sur le sous-jacent. Et de plus en plus sur l'ETF, en fait. C'était sur les futurs il y a 20 ans déjà, mais c'est maintenant de plus en plus les ETF. Donc, ça me paraît être un signe du fait que les ETF sont désormais au cœur de la structure de marché. Alors, en deux mots, peut-être, donc il y a toute une série de facteurs qui font que d'interrogations sur l'accroissement de la corrélation entre les titres qui rentrent dans un ETF, l'accroissement de la volatilité, et des effets plus récents, en fait, observés par exemple pendant la crise du Covid, ces fameux discounts to NAV, et ces problèmes de liquidité qui ont pu être observés. Donc, tout ça, c'est des interrogations qui méritent qu'on se penche sur le rôle des produits indiciels et des ETF en particulier dans la formation de la liquidité et des prix. Pour être clair, c'est des interrogations qui ne reviennent pas sur le fait que le marché des ETF a, en l'espèce, été particulièrement résilient. Donc, il y a des volumes colossaux de négociations sur les ETF pendant la crise et qui se sont même substitués à ceux sous les sous-jacents quand on ne pouvait pas traiter le sous-jacent. Il faut mettre ces interrogations en perspective. Ceci dit, ça soulève des interrogations aussi sur l'arbitrage que l'on est prêt à faire entre
la qualité des négociations, la qualité des prix, la liquidité qu'on est prêt, et la volatilité, et voilà, enfin, est-ce qu'il faut, faire intervenir des trading halts plus fréquemment pour établir. Donc il y a un arbitrage, une tension de plus en plus forte entre les suspensions de négociations et la qualité de marché, me semble-t-il. En tout cas, ça, c'est des interrogations qu'il faudrait poser. Donc, je passe là-dessus. Je pense que en fait, le slide est assez explicite, même sans mon commentaire. Voilà, donc ça, j'en ai un petit peu parlé. In fine, bon, donc les interrogations sur les implications de toute cette présentation. Je pense qu'elles sont multiples, beaucoup de sujets d'interrogation qui ont trait avant tout quand même à la transparence. Il y en a un sujet que je n'ai pas mentionné, mais la transparence sur la résilience opérationnelle des administrateurs d'indices, par exemple, reste très très largement soumise à des effets de réputation, c'est-à-dire l'incitation des administrateurs d'indices, mais à bien maintenir leurs opérations, mais il n'y a pas tellement de transparence là-dessus. Voilà, donc ça c'est un sujet, les sujets de market integrity dont je ne vais pas parler non plus. Enfin, voilà, donc il y a beaucoup de petites interrogations spécifiques, mais dans l'ensemble, les interrogations principales me semblent relever plutôt de l'impact du recours aux indices sur les grands équilibres de marché. Et ça, c'est plutôt des travaux de recherche et qui motivent actuellement des travaux des régulateurs à l'OICV, dans différentes instances, à l'ESRB. J'ai observé également un appel du Asset Management Advisory Committee de la SEC à faire des travaux sur la structure de marché des obligataires aux États-Unis, suite précisément aux discounts to NAV qui ont été observés pendant la crise. Voilà, je vais m'arrêter là et nous ouvrir aux questions.